Bonjour et bienvenue sur VP APAC, le podcast qui s'intéresse à l'ouverture des marchés de la zone Asie-Pacifique pour les entreprises du digital et de l'innovation. Adrien, salut à nouveau, ravi de te retrouver par écran interposé pour ce troisième épisode de VP APAC, le podcast qui s'intéresse aux ouvertures de marchés en J'ai Asie. perdu Martin là par contre. Donc je dis souvent en blaguant que pour moi tu es un peu le boss de fin de l'ouverture de marché. Je t'ai connu à Jakarta, on avait pris un pot, tu bossais à l'époque pour Carrefour en VIE, si je me souviens bien. Ouais. Voilà. Tout Et à puis fait, ouais. après, je t'ai suivi, t'as été à Singapour en start-up. Ensuite, la start-up a été acquise par un grand groupe. Et puis ensuite, tu as monté ta propre boîte. Donc, est-ce que tu arrives à nous résumer un petit peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Ok, écoute, merci en tout cas de m'avoir. Super intéressant effectivement de se retrouver après de 10 ans, 10 ans plus tard après que de l'Asie. Quelques cheveux gris en Euh, plus. ouais, voilà, mais bon, ça on va pas en parler. Ouais, Adrien, donc je suis français, mais j'ai jamais bossé en France. À ma sortie d'école, en fait, en 2010, je suis directement parti plein est sur Jakarta, où en fait j'ai rejoint le groupe Carrefour pour monter leur plateforme de e-commerce. Donc pendant 2 ans, j'ai monté une plateforme. On a vendu beaucoup de couches et de riz, hein, en grande majorité, on va dire, par cette petite plateforme. Et après, en fait, j'avais envie de passer sur un modèle un petit peu plus on va dire petit et dynamique. Donc j'ai rejoint une toute petite startup qui vendait des produits cosmétiques en ligne. Donc c'était un e-commerçant de produits cosmétiques assez haut de gamme qui était uniquement à Singapour. Donc j'ai ouvert l'Indonésie pour elle. C'était une founder. Et après ensuite j'ai piloté en fait l'expansion sur 11 marchés sur toute la zone Asie. Et effectivement en 2015 on a donc cédé notre bébé au groupe LVMH pour devenir le bras e-commerce de Sephora dans la région. Donc on a ouvert un autre pays en plus et en fait après j'ai aussi géré des projets pour eux au Mexique et au Brésil et par la suite donc après avoir vendu du blush et du rouge à lèvres pendant un peu plus de 5 ans et demi, j'ai effectivement trouvé un problème on va dire à résoudre, qui est vraiment bien plus sexy, à savoir la comptabilité et les taxes, on va dire qui est un saint enfer dans la région. Et donc ouais, je me suis associé avec un Français qui avait aussi la même frustration que moi, on va dire, face en fait à l'immobilisme, au traditionnalisme et au prix super élevé, on va dire, de tous les comptables à Singapour. Donc on s'est lancé en 2017 et donc ça s'appelle Slick. Et en fait, on a lancé une plateforme qui te permet aujourd'hui de créer une société, de nous outsourcer, si tu veux, toute la partie admin, tout le back office, de manière à ce que toi tu puisses, désolé pour l'anglicisme, hein, effectivement, gagner du temps, économiser de l'argent et surtout en fait passer plus de temps sur ton business pour le faire grandir. Donc là, ça fait 6 ans qu'on s'est lancé. Moi, j'ai fait Singapour au début. En 2019, j'ai bougé sur Hong Kong pour à nouveau balancer de zéro en fait le chapitre local. Durant le Covid, on a acquis pardon deux sociétés au UK. Donc une qui faisait de l'enregistrement de société, une autre qui faisait de la compta. Et là, en fait, depuis décembre, je suis en transition entre Hong Kong et Sydney, où en fait, je reprends les commandes de notre bureau local pour passer de 0,5 à 1. Donc, on avait un peu moins d'un an d'activité là-bas, mais il fallait un gros coup de bulldozer. Donc, c'est un peu comme ça que je me définis. Euh, Quelqu'un qui est très bon de 0 à 1. Mais par contre, pour aller de 1 à 100, je suis pas forcément la meilleure personne. Donc, j'aime bien m'entourer de gens qui sont plus intelligents que moi et meilleurs, on va dire, là-dedans. Donc c'est comme ça que ça a marché jusque là quoi. Donc du coup, comment tu ouvres un marché? Est-ce que tu as un playbook en tête? Tu parlais de tes 3 phases. Est-ce que maintenant ça s'est bien formalisé? Est-ce que tu l'adaptes en fonction des différents marchés? Et peut-être, la première question, c'est comment tu décides de quel marché tu vas ouvrir? Généralement ça commence avant tout sur enfin si je regarde Slick, c'était surtout des retours des retours de clients ou juste en fait nous en faisant un peu de prospection. En revanche, si je regarde avec Luxola, c'était plus ouais, regarder en fait Luxola, ma boîte ma boîte de cosmétiques. E-commerce, ouais. En fait là on regarde e-commerce de cosmétiques pardon. On regardait effectivement quelle était la taille de marché en fait sur les Ouais. différents pays de la zone sud-est asiatique. Bon, c'est enfin, les femmes sud-est asiatiques sont extrêmement coquettes, donc les marchés pour la cosméto ouais, sur toute l'Asie du Sud-Est explosent. Donc c'était plus en fait voilà vers quel marché veut-on aller, quel est le marché le plus simple en fait dans lequel entrer. Voilà. Donc généralement on prenait en premier la taille de marché
après les contraintes réglementaires pour donc pénétrer le marché. Et généralement, en fait, en parallèle, moi, ce que je faisais pour vraiment sentir le pouls local, c'est que je me faisais généralement 10 jours, donc 2 semaines grosso modo dans la capitale de chacun des pays. Et en amont, en fait, c'était on va dire tapis de messages de partout sur LinkedIn pour voir un petit peu qui de mon réseau était là-bas, qui pouvait me mettre en relation avec des entrepreneurs locaux, le régulateur, des géants typiquement. Donc je connais, enfin j'ai rencontré beaucoup de monde de chez L'Oréal, enfin de toutes les marques en fait qu'on distribuait sur d'autres pays pour vraiment commencer à sentir le pouls local et voir un petit peu quel était l'intérêt ou non en fait d'arriver sur ce marché. Donc c'est comme ça qu'en fait on a fait pour à peu près les 11 pays en fait dans lesquels on est rentré quoi. Ouais, donc tu as vraiment deux approches qui sont intéressantes en termes de comment tu décides. Tu as une approche un peu market sizing, donc la taille du marché. En e-commerce, on sait que ça va être un facteur de le nombre de gens qui sont connectés, qui ont accès à du paiement en ligne. On imagine que voilà, si tu as un certain nombre de femmes, ça va être ta clientèle. Et de l'autre, ce que tu racontes avec Click, c'est plutôt drivé par la rencontre d'un problème utilisateur. Parce que là, je dis pas qu'un rouge à lèvres ne résout pas un vrai problème d'une femme, mais c'est vrai que dans la partie entrepreneuriale et incorporation, c'est la vallée des larmes en permanence. C'est compliqué de le faire. Le service est généralement assez mauvais. Alors moi, je suis chez vous maintenant, je suis content. Mais avant, je voyais bien. Et le faire en plus à l'échelle de la région où tu as assez peu d'acteurs consolidés, ça reste quand même un marché très fragmenté. Oui, non, exactement. En fait, c'est donc aussi juste une précision. Donc, on n'était pas en position de se payer McKinsey ou BCG pour ou même un quelconque cabinet pour en fait nous faire ce genre de choses. Donc, on était assez pragmatique hein, là-dedans. Donc, c'est une fois qu'on avait pris la décision, typiquement avec Luxola, en fait, on avait tout notre warehouse on va dire avec tout l'inventaire de nos produits en fait sur Singapour. On faisait du shipping depuis Singapour dans les différents pays pour minimiser les coûts. Donc, c'était au début peut-être qu'on faisait pas d'argent, voire même on en perdait sur les premières commandes, mais on voulait vraiment voir l'attraction suite à en fait la Mhm. détection du marché. Et une fois que ça commençait effectivement à prendre, là pour le coup c'était rollout local avec bureau, entrepôt. Généralement on a outsourcé parce qu'en fait tout ce qui est logistique dans ces pays-là c'est quand même assez complexe. Euh, donc après ça c'était vraiment la dernière phase en fait du lancement. Donc un petit peu comme avec Slick, après la détection du problème, après avoir ferraillé un petit peu avec Du terrain. des concurrents locaux, on va dire pour en jouant au client mystère, pour vraiment bien comprendre ce qui se passait localement. Ensuite effectivement on lançait quelque chose. Donc il fallait obtenir une licence enfin il faut obtenir une licence avec Slick. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est généralement assez simple en fait. Il faut juste attendre et après ensuite tu peux lancer ton service. Ok, alors j'aimerais que tu reviennes sur le cas hyper précis et très concret, très pragmatique de ces 10 jours, 15 jours que tu passes dans un marché. J'ai l'impression quand même que quand on parle à des entrepreneurs ou des personnes en France ou en Europe qui s'intéressent à l'Asie, il y a un côté un peu ésotérique. Alors c'est loin, on sait pas trop où foutre les pieds, on sait pas trop comment y arriver. Je suis curieux de savoir comment tu structures un trip comme ça, quel type de meeting tu essayes d'avoir, c'est quoi le type d'info où tu te dis ça a été un bon trip d'exploration et maintenant je peux décider d'y aller ou pas ou d'avoir une seconde phase derrière? Comment tu le structures? Alors déjà, je pense qu'en fait, on s'était rencontrés suite à ton trip d'exploration en Indonésie. Donc déjà, voilà, c'est une preuve que ça marche Ça sur le long marche. terme. Euh, mais après, non, mon conseil, c'est de bien te préparer à l'avance, mais surtout en fait de laisser un peu de flexibilité dans chacune des journées, parce que on va juste pouvoir contacter un certain nombre, voilà, X personnes en fait en amont, parce que notre réseau sur le pays local est pas forcément, on va dire, infini. Mais en revanche, après, effectivement, une fois sur place, tout va nettement plus vite. Je trouve qu'il y a une composante assez commune en Asie, et peu importe la nation, enfin la nationalité qu'on a, c'est que c'est le réseau, c'est une traînée de poudre, ça part très très vite. Et même si on arrive avec, je sais pas, 10 contacts pour 10 jours dans un pays, si on les programme bien en amont, après on peut vraiment avoir un agenda cool, voire même oversubscribed pendant 10 jours. Donc c'est vraiment en fait bien identifier le type de prospect qu'on veut et surtout en fait ne pas vraiment arriver avec un agenda très préconçu et oui enfin juste être assez ouvert à la discussion, poser des questions sur le marché. Donc moi j'ai rencontré des gens qui n'avaient rien à voir avec la cosmétique quand j'arrivais pour Luxola ou même avec le CorpSec quand j'arrivais sur Hong Kong ou sur l'Australie. Mais c'est juste en fait pour prendre le pouls du marché local, comprendre un petit peu ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, comment on fait pour recruter du monde, où est-ce qu'on trouve des bons talents, les do's and don'ts, on va dire au niveau je sais pas, de la politique sociale locale, comment effectivement gérer d'un point de vue culturel les choses.
C'est pas chez nous, ce sont des cultures effectivement qui sont extrêmement différentes, donc on peut commettre très rapidement des conneries. Mais maintenant la question c'est comment éviter ce genre de choses. Donc c'est pas en ne faisant rien, mais c'est juste en fait en posant des questions, voilà, juste de manière un peu bienveillante. Et après, les gens généralement, si on, je pense que tout le monde ici en fait croit vraiment au réseau en fait bienveillant, dans le sens où je vais t'aider et un jour tu m'aideras. Pour le coup, ça revient toujours dans les, enfin, Bien il y a sûr. toujours un renvoi d'ascenseur à un moment ou à un autre. Et je pense que pour le coup en Asie, j'ai toujours fait ça depuis que je suis ici, donc ça va maintenant faire 12 ans. Et en revanche, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que au début, un peu naïvement, à chaque fois que je rentrais en France, donc je suis pas parisien, mais je passais toujours quelques jours à Paris pour passer voir des copains. J'essayais de me programmer en fait des verres ou des cafés avec des gens de boîtes de tech, on va dire qui étaient à peu près du même taille, de la même taille que moi. J'ai jamais eu aucune réponse après C'est avoir beaucoup fait plus compliqué. Pardon? C'est beaucoup Oui, plus parce que compliqué. voilà, je connaissais pas les bonnes personnes ou enfin je sais pas, on m'a jamais répondu. Alors qu'en fait en Asie, généralement, tu reçois un message LinkedIn, bah tu réponds assez rapidement. En fait, moi il m'est arrivé plein de trucs. On a levé, je pense, la moitié de notre tour de seed juste après avoir contacté des gens sur LinkedIn. Et vraiment, j'ai un cas en tête où on a contacté quelqu'un il y avait un très 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 beau rôle dans une énorme entreprise. Il m'a répondu en un quart d'heure. L'après-midi, j'étais chez lui pour boire un café. 2 jours après, il y avait un oui sur la table avec un commitment. Donc c'est vraiment, enfin, c'est la Ouais. magie en fait locale du réseau qui part très vite, très fort. Mais à partir du moment où on n'arrive pas avec les dents qui rayent le parquet, où on est bienveillant et ouais, il faut être dans le, ouais, dans l'intérêt mutuel, on va dire. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est hyper étonnant quand tu viens de France au départ. Alors moi, pour faire à peu près la même chose, je rentre en France tous les, on va dire, 4 5 mois. Les rendez-vous, ça se prévoit au moins un mois à l'avance. Alors qu'ici, j'ai tendance à dire que si la personne te voit pas la même semaine ou la semaine d'après, c'est qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Et c'est assez rare. Généralement, tu vois la personne, les rendez-vous sont plus courts, mais tu y arrives. Donc c'est vrai que un bon type pour les Franco qui veulent venir en Asie, c'est croire au réseau. Je parlais hier avec un autre invité dont je te partagerai le podcast qui parlait de l'effet d'une forêt de bambou. Tu sèmes tes petites graines un peu partout, tu sais pas trop ce qui va pousser, mais tu as intérêt à ce que tout pousse à peu près au même moment, puisque, et comme tu Mm. le dis, il y a vraiment ce côté magique du réseau où 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans après, tu vas pouvoir retomber dessus avec, si toi tu as été un peu giver, tu as donné d'abord quelque chose, t'as quasiment un effet karmique en Asie, ou si tu fais quelque chose de bien au début, moi je l'ai eu de manière vraiment surprenante aussi plein de fois, t'as un effet de réseau qui est très très fort. Ouais, exactement. Donc maintenant, je me souviens en fait du nom que ça a, c'est la power pause. C'est prendre 30 minutes en fait avec quelqu'un pour un café, quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton business, mais quelqu'un qui va peut-être pouvoir te servir à quelque chose, on Ouais, va dire à plus long terme, ou tu vas pouvoir lui servir à quelque chose. Donc c'est toujours un investissement dans tous les cas. Donc le côté ouais, forêt de bambou, je ne connaissais pas, mais effectivement, je ouais. pense que je répéterai ça. C'est peut-être lui. Ok, très clair. Alors, on va revenir sur la partie go-to-market. Donc, en gros, tu as réussi à scoper, sizer, ou tu t'es fait une conviction sur un marché. Comment tu fais après? Tu te donnes un certain nombre de semaines, de mois, un certain budget. À quel moment tu te dis, tu passes de j'ai un niveau d'awareness, j'y vais, et maintenant c'est bon, il faut scaler, il me faut peut-être un general manager ou une general manager local, il me faut des équipes. Comment tu fais ce phasage? Oui, mais après, dans tous les cas, c'est comme lancer un nouveau business, donc il faut avoir un budget, on va dire, assez strict et s'y tenir, et surtout, en fait, à mon avis, avoir une deadline, à savoir, je suis prêt, en fait, à perdre tant d'argent si jamais ça ne marche pas du tout, mais au moins avoir un agenda, en fait, en tête et vraiment s'y tenir. Donc, je pense que déjà, oui, ça passe par l'établissement d'un budget, et après, si on veut vraiment se lancer et réussir, il faut quand même se donner les moyens. Euh, Lancer une activité en Asie en full remote depuis l'Europe, moi j'y crois pas vraiment parce qu'en fait il y a plein de choses qui sont vraiment locales et même si tu es à Singapour, enfin même si tu lances quelque chose, voilà une entité à Singapour et que t'es pas là, tu vas vraiment passer pour voilà l'étranger qui tente Ouais, quelque chose sans vraiment s'investir au niveau local. Quand je regarde les pays ensuite autour de Singapour, c'est encore pire. C'est impossible à faire, on va dire, en full ouais. remote. Sauf si tu es ici tous les mois et que tu veux vraiment en fait construire des relations avec tes partenaires locaux. Mais voilà, donc je pense que ça passe par un budget et deux ensuite une présence un petit peu locale à partir du moment où on sait que ce marché est vraiment d'intérêt en fait. Sinon on va avoir des résultats tièdes
Et on sait que personne n'aime vraiment, on va dire, des résultats tièdes. Ça ne mène à rien en fait. Donc on va dépenser beaucoup d'argent pour assez peu de résultats, de retour, pardon. Donc c'est un budget de quelqu'un de committed et ensuite trois, ça passe ou ça casse. Mais toujours Ouais, avoir une date en fait butoir à laquelle on se dit bon, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on ouais, arrête les frais? ouais. Dans ton budget, tu mets quoi? Tu mets du marketing, tu mets de l'embauche de quelqu'un qui a du bon réseau local, tu mets qu'est-ce qui est une dépense un peu incontournable? Moi, je pense que c'est vraiment, c'est à la fin des fins, c'est comme de partout, ça va être une question de talent. Donc déjà, ça va vraiment être trouver la bonne personne pour se lancer au niveau local. Soit quelqu'un de local qui a le bon réseau et le bon mindset, soit quelqu'un qui n'est pas local mais qui a déjà fait ça ailleurs et qui va être en mesure de recréer donc de suivre le playbook, la Ouais. recette, on va dire à déployer. Donc je dirais qu'avant tout, ouais, c'est avoir la bonne personne. Ça passe ou ça casse à cause ou grâce à la bonne personne. Donc je dirais que avant tout ça. Ensuite, le marketing, c'est un petit peu tricky dans le sens où au début, si jamais t'as pas le bon message ou pardon le bon positionnement, le bon le bon tone of voice, pardon, ça va, c'est comme tirer à balles réelles dans l'eau. Enfin, tu vas rien achever, tu vas juste dépenser ton argent pour rien. Donc c'est avant tout la bonne personne, trouver son positionnement, et ça, je pense que c'est faire beaucoup de tests et sans Mhm. forcément dépenser beaucoup d'argent. Et ensuite, une fois qu'on a quelques petites recettes pour acquérir du lead à un coût qui est assez, qui est assez, qui est correct en fait, et ben là ensuite on commence à progressivement augmenter donc les dépenses, recruter ensuite des sales. Donc effectivement, ouais, c'est être assez pragmatique en fait. On peut dépenser beaucoup d'argent assez rapidement. Donc je pense que si on veut le faire de manière successful, il faut avoir un plan, se donner les moyens de son Mhm. ambition et surtout en fait de ne pas vouloir aller trop vite. Ça a été un peu mon biais au tout début, mais en fait non, toutes les bonnes choses viennent, on va dire, avec patience et surtout avec beaucoup de tests. Malheureusement, ça prend du temps. Donc en fait, ouais, le playbook requête internet où on fait un tapis de bombe avec Ouais. des marketing dollars de partout, c'est une technique. Malheureusement, aujourd'hui, je pense que c'est plus quelque chose de viable ou tout du moins on va dire, les fonds ne suivent plus pour ce genre de choses. Donc je dirais que ouais, il faut y aller de manière pragmatique et assez lentement. Tu parlais de focus et à la fois maintenant tu es dans plusieurs pays. Comment tu gères cette ambivalence, voire ce stress entre vouloir réussir à tout prix un pays qui va être clé pour votre PNL, votre développement, peut-être demain votre sortie, et le côté multi-pays où bon bah en Asie, on est en Asie, les choses vont vite, il y a quand même beaucoup de concurrents qui viennent de partout. Comment tu gères ce côté bien faire quelque chose versus avancer un peu ses pions dans les différents pays dans lesquels tu sens qu'il va falloir être présent? Donc la question c'est en gros, est-ce que tu penses qu'il faut plutôt se concentrer, bien faire un pays, ou en gros faire du multi-pays, et puis une fois que maintenant toi t'es dans un cas multi-pays, t'as Singapour, t'as Hong Kong, t'as Australie, comment tu gères entre guillemets l'agencement de ces trois quatre jambes du business qui peut-être vont à des vitesses différentes, ont des cultures parfois différentes, quand t'es vraiment dans une structure plus régionale, quel challenge ça appelle? C'est du focus, c'est vraiment ça. C'est donc on y allait assez progressivement. Donc c'est pour ça qu'on a ouais on a quand même mis 2 ans et demi avant après avoir lancé Singapour pour lancer Hong Kong. Et ensuite après on a mis 2 ans à nouveau pour le UK. C'était un petit peu différent parce qu'en fait on a acquis deux sociétés qui fonctionnaient déjà très bien, donc il y avait déjà en fait un courant de business sur Mhm. place et de l'attraction. En revanche, ouais, on a attendu effectivement un nouveau 2 ans pour lancer l'Australie en propre. Euh, donc c'est vraiment du focus et je dirais que chaque pays est assez indépendant en termes de management et en termes de ressources, avec au-dessus donc des fonctions on va dire centrales et globales pour tout ce qui est product, tech et aussi marketing, mais plus le côté paid, enfin le côté plus scientifique en fait du marketing avec le paid search, le on-site et le SEO. Mais ensuite chaque pays est vraiment indépendant d'un point de vue PNL. Donc là pour le coup, moi je suis en Australie, je suis encore dans la phase entre 0 et 1. Donc ouais, c'est une phase assez early stage. Et pour le coup, ouais, on bénéficie des learnings et de toutes les erreurs que j'ai faites en fait sur Singapour et sur Hong Kong auparavant. Donc on va peut-être un petit peu plus vite. On bénéficie aussi de plein d'expériences qui viennent du UK, de Singapour et de Hong Kong, mais on est vraiment laser focused uniquement sur notre PNL et sur nos opérations. Donc aujourd'hui, moi typiquement, donc je suis impliqué sur quelques projets en fait vraiment transversales, mais je suis 90% focused Ouais, sur l'Australie. Et je pense que c'est uniquement comme ça qu'on réussit à faire bien les choses. C'est en étant laser focused et obsédé par ouais. les quelques métriques que j'ai et sur un pays
qui est presque la taille d'un continent, Ouais. on va dire pour l'Australie. Mais c'est ça, c'est beaucoup de focus. Et en fait, il vaut mieux faire une chose très bien plutôt que Ouais. cinq de manière tiède à nouveau. Ça prouve rien aux investisseurs, ça prouve rien au marché, et surtout, ça procure une expérience qui est généralement pas dingue aux Ouais. clients en bas. Donc voilà. Comment tu gères du coup la relation avec donc là tes investisseurs, mais dans le passé avec tes N+1, avec tes stakeholders, quand tu es dans ces phases d'expansion où toi tu le disais, t'es le bulldozer, t'es intensément concentré sur cette tâche-là, et puis bah à 10 000 kilomètres, des gens qui sont pas forcément aussi impliqués ont besoin de savoir ce que tu fais. Comment tu gères en gros ce lien entre toi parachuté dans un marché et ton centre de décision ou d'investissement qui a besoin d'être rassuré? Comment lui faire comprendre ce que tu fais, si ça va bien, de quoi tu as besoin? C'est- Je pense que c'est déjà une question de management, donc c'est des OKR très clairs sur les attentes en fait, voilà, de mes N+1 versus ensuite. Donc ça, voilà, pour ce qui est en fait plus du business opérationnel, c'est des OKR très clairs sur ce qu'il y a à faire, qui reste quand même assez ouvert et assez flexible dans le sens où voilà, quand on est encore en phase entre 0 et 1, on a plein de, on va dire, de frictions, plein de nouvelles choses qu'on n'est forcément pas prévues, on va dire, qui se mettent en travers de la route. Donc, il faut quand même rester un petit peu flexible. Mais, il faut vraiment avoir une ligne directrice. Donc, je dirais que des OKR très clairs, Objective Key Results, pardon, Ouais, nous aident à vraiment avoir une ligne directrice et surtout à faire que j'ai pas à reporter 36 metrics toutes les semaines, on ouais, va dire, à mes N+1. Après, pour ce qui est des investisseurs, donc je dirais que c'est plus effectivement un budget, à savoir dire voilà où on en est, voilà combien on a dépensé, ouais, voilà combien on a gagné, voilà quels sont les learnings, et surtout après montrer en fait la courbe soit des ventes, soit des clients qu'on acquiert, qui effectivement est en avance ou en retard par rapport au budget, et après surtout donner des learnings. Donc dire pourquoi est-ce qu'on pense qu'on est en avance, pourquoi est-ce qu'on pense qu'on est en retard, ouais, quelles sont les choses, les actions correctives pardon qu'on va mettre en place, histoire que la personne qui effectivement soit est votre supérieur ou est votre actionnaire comprenne un petit peu ce qui se passe, mais aussi pour gérer leurs attentes et surtout gérer leurs expectations en ce qui concerne le reporting. ouais. Moi, je suis allergique en fait au reporting, donc je préfère avoir les choses très cadrées et qui ne vont pas trop changer d'une semaine sur l'autre, de manière à ce que je puisse voilà, avoir assez de bande passante en fait pour faire mon boulot Bien en sûr, somme. c'est sûr. Ok, alors j'ai deux, trois questions plus perso pour la fin, mais la dernière un peu focus sur cette histoire de go-to-market et de scaling up. Tu as parlé souvent de 0 à 1, de 1 à 10, de 10 à 100. Il y a combien de phases dans une expansion et quels te semblent être les facteurs clés de succès dans chacune des phases? Moi, je dirais que de 0 à 1, c'est vraiment de comprendre qui est ton audience. Enfin, c'est déjà voilà, de lancer les opérations sur place, de pouvoir vendre ton service et le délivrer. Et après, surtout de comprendre qui est ton audience, qui est ton cible, et surtout comment vendre en fait à cette audience. Donc, je dirais que ouais, c'est ton premier millier de clients en fait dans notre cas. On va dire ça va être la phase de 0 à 1. Ensuite, la phase de 1 à 100 ou 1 à 10. En fait, c'est 1 à 10, on va dire que ça va être voilà comment scaler en fait le volume le volume de clients que tu vas onboarder sur place, ton impact et tes ventes. Et après de 10 à 100 pour le coup là c'est l'hyperscale, à savoir c'est vraiment avoir des opérations gonflantes, quelque chose qui marche bien, Ouais, où tu fais vraiment du technique, voilà, ouais, de l'horlogerie en fait. ouais, Alors qu'au début c'est plus maintenant, voilà, c'est comme ça que je me qualifie, c'est un bulldozer. Il faut faire du quick and dirty, des choses peut-être pas forcément très smart, mais qui auront de l'impact et ouais. faites rapidement surtout pour perdre le moins d'argent possible. Et de manière à vraiment pouvoir trouver le market fit et ensuite après scaler, donc l'autre phase dans laquelle je suis assez confortable aussi. Mais ensuite, effectivement, après au-delà de 10, je pense qu'il y a des gens qui font ça nettement mieux que moi et qui sont nettement plus dans la précision horlogère. Ouais, très clair. Ton plus beau souvenir de ces 10, 12 ans d'expansion de marché? Un deal, une anecdote, une personne rencontrée? Non, alors je dirais que c'est plus déjà en fait moi je fonctionne vraiment par chapitre. Donc j'ai vraiment l'impression pour le coup en Asie d'avoir eu Mhm. trois vies en fait. Alors je dirais que donc je vais en donner trois en fait. En Indonésie en fait en parallèle de Carrefour vu que c'était quand même c'était pas non plus enfin on faisait beaucoup de choses mais je trouvais que ça allait pas assez vite en fait. En parallèle j'ai lancé avec un ami videmerde.fr, donc un équivalent local. Et puis en fait voilà c'était vraiment le premier truc que j'avais lancé d'un point de vue local.
Il avait fallu trouver un copywriter, ouais, vraiment traduire des vannes en fait de vie de merde et pour lancer en fait le truc. Donc on les mettait de nous-mêmes. Donc en fait, bon, ça a pas marché parce qu'en fait les Indos avaient vraiment un sens de l'humour qui était pas du tout adapté à ça. Mais en gros, c'était vraiment le premier truc. On est passé dans la presse locale, donc c'était quand même assez marrant de créer ça et d'essayer de faire du feu avec deux petits bouts Ouais. avec deux cailloux et un peu de bois. Euh, Après, je dirais qu'avec Luxola et Sephora, pas forcément le deal, même si c'est très beau, on en est très content. Mais je pense que c'est surtout toute la boue dans laquelle on a rampé pendant pendant 3 ans avant le deal et même après en fait un petit peu, Avant, tu veux différemment. dire l'acquisition de Luxola par Ah, Sephora? Ouais. exactement, ouais, c'est pour le coup c'était passionnant parce qu'en fait ouais, on était sur plein de marchés. Moi j'étais tout le temps dans des avions low cost, dans des hôtels pourris. Donc effectivement sur le moment c'est pas marrant, mais bon quand tu regardes avec Ouais. philosophie, on s'est Avec quand le même bien recul. Ouais. marré. Avec le recul, effectivement, on s'est quand même bien marré. Je dirais que ouais, c'est surtout, je garde en souvenir toutes les merdes, pardon pour le mot, mais qui en gros nous, soit culturelles, soit en fait le Ouais, bien folklore sûr. local qui en gros nous est tombé dessus. Et je dirais que ouais, ça c'est vraiment le truc le plus marrant avec notre ancien CEO. On avait un fichier Excel sur lequel on documentait toutes les merdes possibles et imaginables qui nous sont arrivées dans le déploiement des différents pays. Et je crois qu'on en a une bonne centaine et des trucs, mais auxquels on s'attendait pas du tout. Et en trois, je dirais que pour Slick, euh, et un petit peu comme pour surtout pour Luxola et pour Slick, je dirais que c'est avant tout vraiment l'équipe qu'on a construit. Donc c'est un peu cheesy, hein, mais vraiment en fait à la fin des fins, il peut vous arriver plein de merde tout le temps, H24, mais à la fin des fins, au début on est seul, mais après on commence à Mhm, recruter des mhm. gens, à créer une culture. Et aujourd'hui, je suis vraiment très très fier et super heureux des gens avec qui je travaille, qui prennent des problèmes maintenant à bras le corps, qui sont super accountable et qui sont convaincus que ce qu'on est en train de construire c'est génial. Donc c'est vraiment top. Donc je dirais que le meilleur souvenir après avec Click, c'est effectivement ce qu'on est en train de construire d'un point de vue humain, parce qu'on avait une vision, on a réussi à rallier du monde autour de ça, et voilà. Ouais, sur un vrai gros problème, quand t'es entrepreneur, tu te cognes la tête contre les murs. Oui, Pas exactement. tout le jour ou presque, mais t'es vraiment sur quelque chose de pas nice to have, mais critique. Et je pense de résoudre ça, ça doit donner beaucoup de satisfaction pour vous et puis pour vos users qui sont, je pense, la plupart satisfaits. Dernière question pour la route. Qu'est-ce que tu mets dans ta valise, toi qui dois être un voyageur assez fréquent, l'objet dont tu te sépares jamais? Généralement, c'est mes pompes pour aller courir, mais je dirais que sinon, c'est ouais, un bloc-notes en fait. J'écris pas mal de trucs. Ok. Bon, entre le fichier Excel des 100 quoi qui sont arrivés et ton bloc-notes, il y aura forcément un livre quand tu seras en pré-retraite rédigé. Non, non, j'ai pas cette prétention. Mais le fichier Excel, ouais, il est là et on l'ouvre de temps en temps. Ok, super. Est-ce que tu veux partager un dernier conseil, un dernier commentaire pour les entrepreneurs, agences, curieux en Europe qui se posent des questions sur l'Asie et qui se disent j'aimerais y aller là maintenant, comment on met le pied à l'étrier? Ouais, moi, ce que je vois, c'est que l'Europe a une tendance, enfin une attraction naturelle pour les US. Ouais. Donc à la base, effectivement, culturellement, c'est plus proche. C'est un marché qui est énorme, surtout d'un point de vue tech. Après, ce qui est assez intéressant d'un point de vue de l'Asie, c'est la taille du marché, donc qui compense vraiment pour la différence culturelle, je pense, qu'on a. Euh, Enfin, les différences culturelles, on va dire, entre les différents peuples, les différents pays en Asie versus la France. Donc, je dirais que voilà, il y a quand même une énorme opportunité en Asie. C'est pas on va dire un voyage de tout repos, dans le sens où il y a beaucoup de choses effectivement assez uniques qui vous arriveront. Mais c'est quand même franchement marrant parce que quand on regarde effectivement avec du recul, c'est les problématiques qui vous sont posées ici sont quand même nettement plus sympas à régler que à mon avis qu'aux US, enfin tout du moins de ma petite expérience. Et ensuite, moi ce que j'aime vraiment, c'est plutôt le côté humain et à savoir les rencontres. Donc je dirais que ouais, le côté power pose, faire du réseau et rencontrer des gens ici, en fait va vraiment être un Mhm. catalyseur de votre expansion sur place. Donc je dirais que c'est avant tout ouais, de connecter avec les gens au niveau local, d'apprendre d'eux, de partager votre petite expérience sur autre chose, mais surtout effectivement de vous intéresser, de rester curieux et surtout ouais de ne pas aller trop vite non plus, d'apprendre à écouter avant de vous lancer en fait. Super. Et donc Adrien, merci beaucoup. bien évidemment, je suis disponible sur LinkedIn.
voilà, je pense Bon, que et puis le surtout, lien si sera dans quelqu'un, les détails. si l'un de nos auditeurs ou auditrices monte une boîte en Asie, ils auront un Voilà, referral avec toi ou avec moi, peu importe, mais du coup, ils seront bien exactement. accueillis. Super. Adrien, merci beaucoup pour ta participation et avoir partagé tes histoires sur Merci Martin. 10 ans, une bonne tranche de vie. Et puis, on te retrouvera dans les différents pays bientôt. Super. Avec Bye bye. plaisir. Merci Martin. Bonjour et bienvenue sur VP APAC, le podcast qui s'intéresse à l'ouverture des marchés de la zone Asie-Pacifique pour les entreprises du digital et de l'innovation.